Nous dire ce que toi, tu mettrais justement, ou ce que toi, tu souhaites pour éduquer ces jeunes générations et mettre en place, comment on peut imaginer cette transmission et cette sensibilisation. J'expliquais hier que ces questions environnement qui m'impactent depuis maintenant 3 ans et l'organisation des premières marches pour le climat que j'avais co-créé, ou plutôt accompagné mon cousin qui avait créé ces marches pour le climat sur Marseille. Et en fait, ce déclic écologique, il est venu de mes filles qui se baignaient à Sormiou dans des plastiques. Et ce qui me surprenait le plus finalement, c'est que j'étais le seul choqué par ça. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'enfants qui se baignaient dans la mer, dans les sacs plastiques, et ça gênait personne. Voilà. Donc je pense que les enfants, à double titre, mais on pourra étayer tout ça, mais je pense que les enfants sont la clé du changement de notre société. Je le pense parce que, un, ce sont effectivement les citoyens de demain, et deux, parce que je pense que ce sont les seuls à pouvoir faire changer les parents. On essaye beaucoup de choses, faire changer les parents c'est très compliqué, mais exploitons les enfants pour réussir à inculquer ces questions auprès de leurs parents, de leurs cousins, de leurs grands-parents, tout le monde. Et voilà, l'enfant comme moyen de faire changer les choses. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut envisager? Comment vous pouvez vous intégrer justement dans ces actions de sensibilisation, d'apprentissage, de connaissance? Alors, du coup, juste pour présenter un peu l'Institut national d'économie circulaire, parce que du coup, c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. On est une association qui est constituée d'entreprises, de collectivités, d'associations, de grandes écoles. Et notre objectif, c'est de promouvoir et développer l'économie circulaire en France, en Europe et même à l'étranger. Et donc pour cela, on fait régulièrement des publications sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, sur la loi climat, sur des sujets comme l'eau, la biodiversité qu'on a fait pour le congrès et que vous pourrez retrouver en libre accès sur notre site internet et qui parle des liens biodiversité, économie circulaire qui ne sont pas toujours évidents, même si au final les enjeux sont un peu les mêmes et on va dans le même sens. Au final, c'est pas forcément, le lien n'est pas évident. Donc voilà, on fait des publications, des événements, on fait aussi des projets de mise en œuvre opérationnelle avec différents acteurs. Et donc nous, au niveau de l'école, en fait, on lance en fait cette semaine un programme école circulaire parce qu'on s'est rendu compte que en fait, l'économie circulaire était encore un sujet très mal connu et qui est souvent limité aux déchets et à la gestion des déchets et au recyclage. Et en fait, l'économie circulaire, c'est bien plus que ça. Ça passe par le bâtiment, la logistique, l'énergie, l'alimentation. Et donc, en fait, on a pris la décision de prendre l'école pour incarner ce qu'est l'économie circulaire, donc de réfléchir à ce qu'est l'école circulaire. Donc on voit qu'en fait, sur une école, on peut avoir un bâtiment éco-conçu, on peut avoir une cantine locale et bio, on peut avoir des énergies propres, un ramassage scolaire propre. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et donc en fait, nous, l'objectif avec ce programme, c'est d'inciter, d'encourager les collectivités à se saisir de cet enjeu dans les écoles. Parce qu'au final, les écoles, on est tous passés, on a soit des enfants, soit on y a été. C'est quand même un sujet qui nous touche tous. Et c'est en fait ça peut être vraiment un démonstrateur de tout ce que peut faire l'économie circulaire. Et donc, pour encourager les collectivités, on a mis en place un référentiel qui montre qu'en fait, en Bretagne, en fait, il y a déjà une initiative de gymnase éco-conçu qui a été mis en place. En Normandie, il y a la région Normandie qui a fait tout un programme de cantine locale et bio. Donc en fait, c'est possible. Ça a déjà, le mouvement a un peu commencé, mais aujourd'hui, en fait, il faut aller plus loin. Et ce programme tombe à pic avec les annonces d'Emmanuel Macron, en fait, qui a annoncé, comme vous le savez tous, je pense, plus d'1 milliard pour la réhabilitation des écoles à Marseille. Et en fait, c'est une vraie opportunité de saisir de cette occasion pour réfléchir à l'école, la réfléchir plus propre, plus responsable, parce que, encore une fois, comme on dit et comme j'ai souvent entendu, l'école, elle joue un rôle majeur dans la transition, parce que les écoles, en fait, en faisant évoluer les enfants dans un milieu, dans un environnement qui respecte la nature, il y a un vrai changement de comportement, les enfants grandissent, vont devenir en fait les futurs leaders de cette planète. Et donc en fait, le changement est à faire dès à présent et leur donner l'inspiration dès à présent.
Je voudrais juste rebondir du coup sur l'importance en effet, et je trouve que ce que tu proposes est vraiment, ce qui va être mis en place est vraiment super, parce qu'on voit pour être intervenu plusieurs fois dans les écoles, donc nous où on faisait une sensibilisation, donc à la fois sur le geste du tri ou sur la réduction des déchets, et après on faisait un ramassage. Quand on revient dans l'école, si en fait ce qu'on vient de leur dire n'est pas mis en place, et notamment par rapport au tri, c'est très bien. Donc on explique que chez soi il faut faire le geste du tri, et là les élèves ils nous demandent ok, et donc à l'école comment ça se passe? Et là, silence, il n'y a plus personne. Je demande à la prof, est-ce que vous faites le tri? Même si je connais la réponse est non. Et donc là, j'essaie juste d'aller voir l'enfant et lui dire non, pas encore. Mais dans l'absolu, à ses yeux, toute crédibilité de l'idée en fait qu'il faut faire le tri, et même tout ce que je viens de lui dire perd totalement sa valeur. Si vraiment c'était quelque chose d'important, bien évidemment que l'école l'aurait mis en place. En tout cas, c'est ça qui va comprendre. Donc c'est pour ça qu'en effet, je pense aussi comme toi que les écoles doivent être exemplaires dans leur gestion, donc tant dans les infrastructures que même dans les services de tous les jours, donc que ce soit dans les cantines, sur le recyclage et bien évidemment sur la réduction des déchets. Et si on veut qu'il y ait une amélioration et un changement de comportement, ça peut commencer que par là. Je voudrais faire des remarques sur ce qui a été dit, parce qu'il n'y a que des choses très positives, mais peut-être une remarque est importante, c'est ce que je ne comprends pas, c'est parfois les stop and go qui ont été un peu décrits, c'est-à-dire que je vais à un endroit, ça marche, je vais à un endroit, ça ne marche pas, etc. Je pense que dans la logique d'achat des écoles, il doit y avoir une révolution pour acheter des prestations qui, à un moment donné, vont générer à la fois un changement de comportement, mais aussi des économies. N'oublions pas que dans de nombreux cas, le fait de faire des gestes écologiques permet de gagner de l'argent, à la fois pour l'établissement, mais aussi pour les autres structures qui gravitent autour de l'établissement. Et c'est pour ça que, pour moi, je fais un lien très clair entre éducation et revenus ou économie pour les établissements. Je parle des cartons, je parle des plastiques, je parle des biodéchets. Et en tout cas, ce qui n'est pas normal, c'est qu'avec les années qui passent, on se retrouve avec des bonnes pratiques qui ne sont pas transmises ou peu transmises. Ça, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on donne à voir, à travers une lecture, peut-être comme on achète un frigo aujourd'hui, il est A, B, C, D. Est-ce que l'école, elle est A? Est-ce qu'elle est B? Est-ce qu'elle est C? Est-ce qu'elle est D? Est-ce qu'elle est E? Et dans ce cas-là, immédiatement, on a un code couleur ou on a quelque chose qui nous permettrait de savoir où on est. Et dans ce cas-là, ce qui est positif, c'est que ceux qui sont de l'intérieur peuvent aider à transformer les choses avec effectivement des établissements, des organisations comme la vôtre ou comme la vôtre. En vrai, de 0, je dirais, jusqu'à à peu près 14-15 ans, il n'y a pas de souci. Tout le monde veut participer. La rupture se passe vers 15-16 ans, au moment de l'adolescence, et se prolonge très longtemps après, va jusqu'à 35-40 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord l'adolescence, etc., on est peut-être un peu moins enclin à faire ça, et encore. Mais ensuite, quand on devient étudiant, on voit bien comment les étudiants vivent dans une extrême précarité, souvent dans des très petits lieux qui se partagent, et c'est très difficile de trier dans des conditions-là. Puis ensuite, quand on est indépendant aussi, se pose cette question. Donc ce trou qui existe entre 16 et 35-40 ans est un énorme problème, et aujourd'hui, on pourrait facilement le résorber, notamment avec des expériences comme celles que vous faites. Qu'est-ce que je souhaite faire, moi? C'est absolument avoir cette possibilité de faire un lien sur le monde nouveau qu'on espère ou qu'on met en œuvre ici à Marseille. Il doit être vraiment entendu car il y a des possibilités de réellement transformer les choses d'une manière durable. Nous, on a fait yo-yo dans les quartiers les plus populaires, avec vous d'ailleurs. Ouais, exactement. Et donc, en quoi ça consistait? Tout simplement, on osait afficher une écologie positive. Non pas moralisante, non pas urgentiste, mais positive. Donc, quand vous faites un éco-geste, vous êtes gratifié. Gratifié en stage de plongée, en découverte kayak, en ticket de métro, en place de cinéma, en événements culturels, etc., etc. Cette gratification fait que d'un coup, on était projeté réellement dans une performance très importante. Dans le 3e arrondissement, qui est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe, d'après les chiffres, on est passé de 12% à 48% en un an de taux de recyclage sur les plastiques.
le retour pour les habitants était considérable parce que beaucoup de gratification, donc ils étaient contents, et en même temps beaucoup d'estime de soi. Car quand on fait un éco-geste, on se sent mieux que quand on ne le fait pas, en vrai. Et pour la métropole, d'ailleurs qui n'a pas suivi le programme, malheureusement, ils se sont retrouvés avec plus de revenus parce que quand on leur rapporte plus d'éléments en plastique, ils ont plus de revenus. Et donc tout ça, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si compliqué que de réussir. Donc je le dis bien là-dessus. Moi, je suis extrêmement positif sur les années qui arrivent, car les solutions sont vraiment pas loin du tout, rémunératrices pour les grandes institutions et très satisfaisantes à l'échelon individuel de la famille, que ce soit de l'enfant au plus ancien. Pour revenir sur les déchets, une bonne nouvelle, ça coûte moins cher de faire mieux. Typiquement, donc la restauration, c'est ce qui va générer le plus de déchets. Une école sur Marseille, une école de à peu près 1000 demi-pensionnaires, 1500 élèves, va dépenser, une fois que la redevance spéciale sera en place, mais en gros, ça va leur coûter 50 000 € par an. Voilà. Vous apprenez à une école à faire le tri, et ben la note est divisée par minimum 2. Pour la petite nouvelle, aucune école, ou alors peut-être anecdotiquement par rapport à un directeur engagé, mais aucune des 463 écoles maternelles et primaires de Marseille ne fait le tri. C'est juste inadmissible. L'obligation, c'est de pouvoir démarrer. Et donnez-nous la possibilité de démarrer. Donnez-nous des appels d'offres qui incluent le changement. Donnez-nous des appels d'offres qui ne sont pas que des équipements, mais qui sont aussi des changements de comportement. Il y a le bac et il y a comment le remplir. On ne peut pas, si vous mettez un bac sans donner, aller chercher les gens qui sont au bord du chemin pour leur donner la manière de le remplir, vous n'avez pas de performance et le bac est abandonné. C'est triste parce que... Et donc aujourd'hui, on est dans une société où les appels d'offres sont purement techniques, où les décideurs sont souvent des ingénieurs ou des ingénieuses qui sont bien sûr au taquet, mais il leur manque une partie dans leur capacité d'évaluation pour pouvoir à un moment donné assembler du technique à du changement de comportement. Et du coup, si je complète avec les appels d'offres auxquels nous on répond, donc ce n'est pas les mêmes appels d'offres, c'est les appels d'offres sur des marchés périscolaires, extrascolaires, des centres de loisirs. Il y a de plus en plus des volets écologiques en fait, sur quel va être notre engagement en termes environnementaux. Oui, super, mais c'est très intellectualisé en fait. Donc on répond. Hein. Oui, alors donc du coup, on va faire du recyclage des matériaux, on va aller chercher des matériaux seconde main. On va faire de la sensibilisation auprès des enfants, on va vérifier est-ce que les animateurs habitent dans le quartier. Donc en fait, on réfléchit, et ça ce mérite-là, c'est-à-dire que ça a le mérite, on met nos équipes autour de la table et on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de plus pour justement réduire les déchets, pour l'environnement. Parce que bon, faire des œuvres d'art avec du papier recyclé, ça fait des années qu'on le fait déjà. Donc il faut aller plus loin. Par contre, ce que je vois pas, c'est une professionnalisation de la chose et un côté pratique en fait. C'est-à-dire qu'on écrit ça dans les appels à projets, dans les appels d'offres. Je ne peux pas vous citer le cas d'une commune qui ait vérifié ce qu'on faisait en fait. Hein. Donc on fait des promesses quelque part, mais en fait c'est pas vraiment vérifié sur le terrain. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de et donc il n'y a pas d'accompagnement non plus. Et finalement je trouve que c'est un peu trop intellectualisé. Alors comme tu le disais finalement avec des choses très simples. L'aspect ludique, l'aspect un peu compétition, genre on a fait mieux que le voisin, on a ramassé plus de déchets, mais ces choses comme ça fonctionne très bien en fait. Donc des fois il n'y a peut-être pas besoin non plus de mettre des tonnes dans les appels à projets de clauses, avec simplement un système de notation assez simple, voilà, ABCD, des petits challenges, et déjà rien que ça, ce serait déjà génial en fait. Alex, tu peux peut-être nous parler de profs en transition Oui, bien sûr. Du coup, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont très volontaires et malgré une approche plus globale, il y a beaucoup, j'ai dit professeurs, mais c'est aussi à tous les niveaux. Hein. Et donc il y a un groupe sur Facebook qui a été créé qui s'appelle Profs en transition et donc qui regroupe aujourd'hui, je crois, plus de 20 000. Ils étaient à 22 ou 23 000 il y a encore, donc c'est 22 ou 23 000 profs en France, mais partout dans le monde, hein, qui se regroupent. Qui se regroupent et qui partagent en fait du contenu sur comment intégrer l'environnement et de manière générale l'écologie
dans le programme, en fait, en suivant, enfin, comment arriver à l'intégrer dans chacun des cours, et après qui offre donc une panoplie de ressources, aussi même maintenant pour les parents. Notamment leur dernier projet, c'était donner une liste, ils appelaient ça le projet Cartable Vert. Donc c'est pour que les profs donnent une liste de courses pour les parents qui soient éco-responsables. C'est quand même super parce que quand on regarde la quantité de nouvelles choses et qui ne sont pas forcément éco-responsables, qui ne sont pas forcément bonnes pour l'environnement, qu'on doit acheter tous les ans, c'est effroyable. Alors qu'il y a plein d'alternatives. Et donc, mais pour ça, il faut que les professeurs demandent les bonnes fournitures. Donc c'est pour ça que ce projet il est vraiment super. Et donc après, même juste pour revenir sur la partie pédagogique, c'est vraiment fait niveau par niveau. Donc je crois que c'est du CP jusqu'à la terminale. Comment intégrer différents éléments, donc que ce soit bien évidemment les choses basiques presque, comme le recyclage ou la réduction des déchets, mais aller aussi beaucoup plus loin et proposer aussi des sorties scolaires, des activités, des jeux, vraiment toute une panoplie de ressources qui est à la disposition de tous. Il n'y a pas d'adhésion, c'est gratuit, en libre accès. Quelle est la bonne approche? Quel est le bon discours? Comment ne pas passer non plus pour des ayatollahs d'une nouvelle façon de consommer? Il faut passer de inconsciemment incompétent à consciemment incompétent, ce qui est pas. Voilà, c'est ça. Cette première étape est compliquée. Bon, on n'a toujours pas fait une grande partie du chemin, mais enfin, sans cette étape-là, on n'y arrive pas. Donc, c'est vrai que la prise de conscience, c'est la première chose. Nous, on fonctionne beaucoup par le jeu et par l'encouragement, par le côté positif, en fait. C'est sûr que la culpabilisation, et d'autant plus avec les publics avec lesquels on travaille, qui ont d'autres freins périphériques à cause de ça. Donc, c'est vrai que ils ont une liste de choses à faire chez eux. Beaucoup de femmes qui sont seules avec les enfants. Déjà, rien que gérer les devoirs quand ils ne maîtrisent pas forcément bien la langue. Les problématiques financières, les freins de logement, de violence, etc. Ça fait que si on les culpabilise, je veux dire, les enfoncer encore plus. Donc là, c'est pas du tout la méthode... Non, voilà. En tout cas, avec les publics, c'est pas la méthode à faire. Après, avec les décisionnaires, ça, on peut utiliser un peu la culpabilité. Ouais. Ça fait pas de mal. Moi, j'ai juste un commentaire, mais par rapport à ce qu'a dit Maxime, il y a un petit moment déjà, sur le fait de l'accès à l'information, que c'est aussi par là que ça va passer la transition. C'est qu'au final, en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui existent, mais qui sont pas en fait mis en lumière. Et donc c'est aussi ça l'objectif du programme de l'Institut. En fait, on a mis en place un référentiel avec toutes les, enfin pas toutes, mais beaucoup d'initiatives déjà mises en place, des solutions qui existent, des bonnes pratiques. Et l'idée, c'est en fait de donner tous les outils aux collectivités pour lancer le mouvement et passer à l'échelle. Et donc voilà, j'insiste juste sur ce côté de, en fait, les choses sont là et maintenant, faut passer à la vitesse supérieure.